Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Wild Customs, c'est une marque qu'on a montée en 2008 et on fabrique des guitares électriques principalement et des basses aussi électriques. On fait aussi tout ce qui est entretien, etc. Donc là, ce que vous voyez sur la photo à gauche, c'est un espace qu'on a créé au-dessus de l'atelier et qui nous permet en fait de faire un showroom pour nos propres instruments, mais aussi de faire du dépôt-vente, d'avoir un petit peu d'accessoires pour que les musiciens du bassin vichysois puissent se dépanner en cordes, etc. Et donc, après, là, ce que vous voyez, c'est tous les instruments qu'on a créés, qu'on vend aussi. Et dessous, si tu continues de descendre, ça, c'est la manière dont on communique aussi principalement. Alors, j'ai cru comprendre que vous axiez pas mal sur le numérique. C'est globalement ce dont je m'occupe beaucoup chez Wild Customs. On est une petite équipe, on n'est que 2. Et après, on fait des fois appel à des intervenants extérieurs, des anciens salariés qui sont maintenant indépendants, qu'on prend en freelance. Mais globalement, ce qu'on va faire principalement pour faire parler de notre marque à l'international, parce que le truc, c'est que le marché français, même si on est tous fiers d'être français, il n'est pas si grand que ça. Et on a plus de pouvoir d'achat dans d'autres territoires et des habitudes de consommation aussi qui sont différentes. Et le truc, ça reste quand même le nerf de la guerre. Même si on aime tous créer, il y a un moment, en fait, l'URSSAF qui tombe entre le 17 et le 20, il attend pas que tu aies fait rentrer de l'argent. Donc il faut vraiment, vraiment prendre cette dimension en compte. Et donc, au fil de l'eau, on a créé des instruments qu'on a présentés à des artistes qui sont devenus des ambassadeurs de la marque. Ça, c'est les différents modèles qu'on a créés avec tout un tas de finitions. On est assez connu pour des finitions assez différentes. On simule la patine du temps, on fait ce qu'on appelle des reliques, mais on va utiliser aussi des peintures différentes. Après, on fait aussi des finitions qui sont naturelles. Après, ce qu'on a fait, c'est que justement sur la dimension numérique, on a modélisé aussi tous nos instruments en 3D, ce qui nous permet, avec la commande numérique, de gagner quand même pas mal de temps en production. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est aussi des collaborations qu'on a faites avec d'autres marques. En fait, la manière dont on a réussi petit à petit à faire connaître notre marque, parce que globalement, une marque de guitare française, c'est comme une marque, c'est comme un domaine de vin, je sais pas, je dirais, historiquement américain, même si les vins californiens sont connus. Et si tu te présentes au salon des vignerons indépendants à Lyon, tu passes vraiment pour une marque exotique. Parce que les États-Unis, c'est le pays de Gibson, c'est le pays de Fender, c'est le pays du rock'n'roll. Et il y a un moment, on est vraiment considéré comme ça. Et donc, le fait d'avoir des ambassadeurs, des artistes comme, je sais pas, le bassiste de U2, Billy Gibbons de ZZ Top, je sais pas si vous voyez, les grandes barbes, ou plus récemment, le guitariste de Gojira qui a ouvert pour les Jeux Olympiques. C'est des éléments en fait qui nous permettent de crédibiliser la marque, de permettre en fait au guitariste qui a envie d'acheter un instrument de se projeter aussi là-dedans, parce que ce dont on s'est aperçu avec Julien au fil de l'eau, c'est que c'est très, très triste ce que je vais vous dire, mais c'est la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, il n'y a aucun besoin de créer un nouvel instrument. Des instruments de musique, si toute la production s'arrête aujourd'hui, on peut satisfaire tous les musiciens pendant encore des centaines d'années. C'est pas les instruments, on peut les conserver longtemps si on les entretient bien. Et il y en a des dizaines de milliers en occasion disponibles, des centaines de milliers sous les lits, dans les greniers, etc., qui ne sont pas utilisés. Donc en fait, on s'est aperçu au fil de l'eau avec Julien, et ça c'est un des messages, je pense, les plus importants que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est que la plupart de nos clients, ils n'achètent pas un instrument. Ça paraît très con ce que je vais dire, mais ils achètent une aventure, ils achètent une relation, le temps passé à la réflexion sur quel type d'instrument j'ai envie de faire, le temps d'échange qu'ils ont avec moi sur tel type d'instrument va t'amener à tel type de son, donc tu vas pouvoir jouer tel type de répertoire. Et tout ce process-là, les échanges-là, sont presque plus importants en fait que obtenir l'instrument à la fin. Et tout ce travail-là, en fait, c'est
aussi pour ça qu'on a créé un lieu au-dessus de l'atelier, pour pouvoir accueillir les gens dans des bonnes conditions, pour que les gens puissent tester plein de trucs, pour que ça soit un peu une espèce de salle de jeu fantasmée. Et cet échange-là, il est hyper important pour nous aussi, parce que finalement, chaque instrument, c'est une co-création. L'idée initiale, elle vient en fait du musicien qui s'est imaginé un instrument que nous, on va créer. Et donc le fait d'échanger, ça a permis en fait de faire évoluer la marque aussi, et aussi le fait d'avoir une marque. On est une région où il y a beaucoup de couteliers, il y a beaucoup d'artisans qui vont signer leur création de leur propre nom. Et nous, on a fait le choix en fait de se cacher derrière une identité graphique, derrière une marque avec une consonance un petit peu américaine, du coup Wild Customs. Mais c'est assez confortable parce que ça permet en fait de créer un imaginaire qui dépasse nos propres personnes. Et après, quand les gens font la démarche de nous contacter pour acheter un instrument ou pour modifier un instrument existant, et c'est là où toute la relation dont je vous parlais prend tout son sens. Donc ça, c'est une autre marque qu'on a créée qui s'appelle J-Rock. Et cette marque-là, en fait, c'est un système de micro repositionnables. Donc pour avoir tout le spectre sonore et toutes les couleurs sonores qui sont disponibles sur une guitare, je vous la fais très, très, très grossièrement, mais pour passer d'un son jazz à un son country rock ou un son heavy metal ou black metal ou n'importe quoi, et en fait ce système-là, d'avoir des micros montés sur des barillet, permet en fait de passer d'un son à un autre très très rapidement, et cette innovation on l'a fait breveter. Et pour en faire la promotion, là sous les yeux en fait c'est le guitariste de Guns N' Roses. Et du coup, ça c'est quelqu'un qu'on a contacté, donc on est allé à Saint-Louis pour filmer cette vidéo qui nous a permis en fait de faire une démo avec cet artiste-là qui est un petit ambassadeur de la marque, mais en même temps le fait d'avoir le coup de tampon artiste et notamment un artiste de cette dimension-là, c'est hyper important. On avait fait une petite vidéo de présentation avec une société auvergnate d'ailleurs qui s'appelle Riot House, où on avait présenté toute la dimension création en fait, comment on a créé ce projet-là. Et ouais, l'innovation, ça nous permet de nous démarquer dans une industrie en fait qui est hyper saturée en fait. En fait, c'est le marché du jouet, c'est un marché d'offres pures, si on parle vraiment en termes commerciaux. Donc là, on essaie de raconter l'histoire en fait, on essaie d'expliquer que y a une dimension artisanale. Parce qu'il y a quand même cette culture du geste millénaire, il faut que ce soit un instrument de luthier, il faut qu'il y ait cette tradition, la tradition de la lutherie. C'est un métier d'art au sens administratif du terme, qui est listé dans les métiers d'art, le métier de luthier, de facteur d'instruments. Mais en même temps, on n'a pas du tout de problème à montrer l'utilisation des machines numériques, parce qu'on est quand même en 2026 et que travailler à la gouge comme au Moyen-Âge, moi ça me fait pas du tout rêver. Et finalement, c'est plus le projet qui est intéressant plutôt que la manière dont tu le fais. Mais en même temps, ce qu'on veut montrer là aussi, cette espèce de mix entre tradition et innovation. Et on appuie vraiment. Et pourquoi on a créé cette marque J-Rock? Parce qu'on aurait pu tout simplement dire c'est le système de micro Wild Customs. Mais l'idée derrière ça, c'était de se dire on va faire un truc un peu comme le tissu Gore-Tex par exemple, qui pourrait être utilisé dans des kawaii, qui pourrait être utilisé dans des chaussures par d'autres marques. Et on avait le secret espoir de vendre cette marque à des marques historiques et ce concept à des marques historiques. On n'a malheureusement pas réussi à le faire, même si on était très très près de le faire avec Gibson. Parce qu'on avait présenté cette innovation à Nashville aux États-Unis dans un gros salon. Et on avait rencontré du coup le big boss de Gibson qui était très intéressé par le projet parce que Gibson en fait, vu qu'il y a énormément d'instruments sur le marché de l'occasion, son plus gros concurrent c'est Gibson d'occasion. Si tu veux une guitare Gibson, tu as des milliers de références disponibles d'occasion. Quel est l'intérêt d'acheter un millésime 2026 qui en plus dans l'inconscient des guitaristes sonnera moins bien que la vieille guitare des années 60? Et donc, le fait d'innover, ça te permet de te démarquer en fait, de ce marché de l'occasion aussi, et d'apporter quelque chose de nouveau qui va pouvoir stimuler éventuellement les musiciens de 2026 et qui va leur permettre peut-être d'acheter de nouveaux instruments. Et donc ça, c'était un super projet. Et un dernier truc, parce qu'on est vraiment aussi sur le métier d'art,
C'est le troisième volet de notre aventure. On a créé une marque en fait qui s'appelle Sauvage Guitars. Donc Wild Custom, son identité elle est assez rock'n'roll. Ça reste des instruments de scène, c'est des instruments qu'on a envie de voir jouer sur scène. Et ça, c'était en fait s'inscrire un petit peu plus dans une démarche de compagnon et essayer de se dire on va essayer de pousser tout ce qu'on sait faire jusqu'au bout et d'essayer de créer quelque chose d'unique et de vraiment faire un chef-d'œuvre à notre propre mesure. Et de créer en fait une espèce de passerelle entre le milieu de la lutherie et le milieu de l'art. Et on a créé quelque chose qui s'appelle Sauvage Guitar, où on fait vraiment des instruments assez exceptionnels, où chaque élément va être usiné, dessiné. Il y a vraiment un gros travail de design. Et on essaie de présenter, voilà, je pense que là c'est un triptyque qu'on a présenté aux États-Unis en début d'année, à Los Angeles. Et ce triptyque, en fait, l'idée, c'était de rendre hommage à ce qu'on adore, nous, la guitare, à travers ces trois aspects. Donc l'aspect historique, en fait, la guitare acoustique, l'expérience acoustique, en fait, originale, et la passerelle entre la guitare acoustique et la guitare électrique, qui est la guitare, du coup, demi-caisse à semi-holo, qui est plutôt typée jazz, qui va être utilisée aussi dans le blues, mais aussi dans les premiers errements du rock'n'roll. C'est une guitare qui avait été jouée par Elvis, typiquement, et une guitare vraiment plus rock'n'roll, qui est vraiment la guitare qui a façonné l'image du rock au XXe siècle. Et ce triptyque-là, on l'a présenté vraiment comme une œuvre d'art. Et pour le coup, on l'avait présenté à 75 000 $ le set, en se disant... de toute manière, encore une fois, et nous on n'a aucun problème à assumer un prix. Après, par contre, on sait que c'est un petit peu un pari aussi de présenter des instruments à ces prix-là. On sait qu'on ne s'adresse pas à des musiciens, mais on s'adresse à des collectionneurs, à des riches industriels qui ont la capacité de mettre ça en fait. Si vous voulez, 75 000 $, ça vous paraît un prix indécent par rapport à une guitare qui se vend en moyenne 300 $. La moyenne d'une guitare électrique, c'est 300 $. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que récemment, il y a une guitare qui s'est vendue 14 millions de $. Donc 14 millions de $ par rapport à 75 000 $, d'un coup d'un seul, le prix paraît ridicule. Donc le prix, en fait, il ne faut pas se mettre ça comme une limite. C'est un prix, c'est une dimension qu'il faut vraiment assumer et qu'il faut remettre dans un contexte. Et en fait, je n'ai pas à me justifier du prix et pourquoi j'ai mis à 75 000 $. Je peux vous l'expliquer, mais en fait, dès l'instant où je vais rentrer dans cette justification, on va casser la mystique et la magie. Et c'est mon approche. En l'occurrence, des guitares à 75 000 $, on avait réussi à en vendre 3 précédemment, sur un autre design. Celle-là, on a rencontré un magasin à Dubaï qui avait un gros client qui nous a pris le set. Moi, j'ai amené les guitares à Dubaï et 3 jours après, notre ami Donald déclenchait la guerre et faisait plonger l'économie de Dubaï et me met une cagoule de 45 000 €. Donc là, je suis pas hyper heureux tout de suite. Le contexte international n'est pas très favorable. On faisait 25% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, on fait 0 depuis qu'il y a Donald Trump. Plus potentiellement ce projet qui est en suspens. Donc tout le monde avait bien travaillé sur ce projet, nous, le magasin, et puis voilà, un élément complètement extérieur nous plombe un petit peu l'histoire. Mais donc voilà, après, pour parler un petit peu des techniques, on mixe plein de choses. Il y a vraiment toute la dimension artisanale qui va se rapprocher de l'ébénisterie, mais avec un niveau de précision, nous on est au 10e de millimètre.